Je vais essayer de vous présenter rapidement ce que c'est que la création variétale, la résistance, tous les débats qu'il y a autour et aussi l'ensemble des décisions législatives qui ont été prises et qui sont encore en discussion et qui apportent des éléments de compréhension et notamment pour que vous puissiez les utiliser et que ça rentre dans les fermes éco-phyto. Donc, hop, ça marche pas. Si, c'est bon. Hop. Alors, la création variétale, c'est un peu comme le bio ou toutes les pratiques, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, qui nous est tombé dessus. De l'innovation variétale, il y en a toujours eu. Alors ici, je vous présente, alors je suis désolé, moi j'ai du mal à présenter comme ça. Ici, je vous présente finalement ce qu'on appelle la domestication. Donc, le passage du néolithique au Moyen-Âge, il y a eu de l'amélioration variétale, parce qu'on est passé d'une plante qui était une liane dans la forêt, avec des grosses bêtes qui nous couraient après quand on voulait des baies, à quelque chose qu'on pouvait planter à côté de chez nous, avec une production plutôt correcte et qui nous permettait de faire du vin. Et donc ça, j'appelle ça de l'innovation inconsciente, parce que c'est surtout des choses qui ont été ramassées, et puis l'homme a choisi des choses qui l'intéressaient. Et puis après, en se basant sur des connaissances scientifiques, donc notamment la morphologie d'une grappe, savoir ce que c'était qu'un organe sexué, donc quelle était la partie mâle, la partie femelle, et ben on a appris à faire des croisements dirigés. Donc là, vous avez Monsieur Bacot, qui a fait le Bacot blanc, qui au moment du phylloxéra, du milieu de l'oïdium, a créé des hybrides qui ont permis de répondre à la problématique, à l'époque, d'absence de produits phyto, mais pas de réduction. Et puis là, je vous mets une petite photo que je mets régulièrement. Donc, c'est deux femmes qui s'embrassent. C'est à l'agro de Montpellier. C'est pour illustrer finalement l'apport de la vigne américaine à la vigne européenne. Donc, c'est une femme gironde qui tient une femme en train de mourir, une vieille femme en train de mourir. Et donc, la vigne américaine est venue sauver la vigne européenne. Donc, c'est une belle illustration finalement de la création variétale, même si là, c'est plutôt le greffage. Voilà. Donc, actuellement, on a des défis. Donc là, on est en plein dedans. Alors, on a identifié, ça a été dit, les deux principaux ennemis pour réduire finalement l'IFT, qui sont le mildiou et l'oïdium. Alors, je reviendrai dessus, parce qu'effectivement, c'est 80% des produits phyto. Et pourquoi 80% des fongicides. Mais finalement, il reste 20% sur d'autres choses. Et on aurait peut-être dû le prendre en compte dès le début. Et donc, je reviendrai un peu sur le fait que ce choix-là a peut-être induit en erreur ce qu'on a fait. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que, comme l'a fait M. Bacot, il y a des sources de résistance au mildiou à l'oïdium qui existent chez les vitis américaines ou asiatiques, et que l'espèce Vitis vinifera, qui en fait n'a pas grandi avec le mildiou et l'oïdium, est sensible. Donc, pour obtenir des variétés qui sont résistantes, eh ben, il faut faire des croisements. Donc, on a des hybrides entre l'ensemble de ces vitis, voire même un sous-genre muscadinien. Un autre défi, donc j'en parle rapidement parce que c'est pas forcément la réduction des phytos, mais dans la création variétale, il n'y a pas que les résistances, et je reviendrai dessus. C'est le changement climatique. Donc il y avait eu dans la presse nationale des articles qui annonçaient la mort de plusieurs vignobles français, et ça se basait sur une étude qui avait été publiée dans PNAS, qui, en se basant sur les différents modèles de changement climatique et en prenant finalement les conditions de culture actuelles, les besoins de la viticulture, nous programmer qu'il n'y aurait plus de Bordeaux, il n'y aurait plus de Côte-du-Rhône, il n'y aurait plus de Languedoc en 2040. Alors rassurez-vous, il y a une étude bordelaise qui a montré que ce n'était pas aussi violent que ça, mais il n'empêche que ça pointe quand même du doigt qu'il va peut-être falloir changer et adapter notre matériel végétal, notamment à cause de cette contrainte-là aussi. Donc, on peut s'appuyer, comme je l'ai dit, sur le matériel végétal. Alors, on peut soit utiliser la diversité existante. Alors, il y a 250 cépages, donc Vitis vinifera, qui sont présents au domaine de Vassal. Il y a peut-être des choses intéressantes. Dans cette démarche-là, l'IFV a fait inscrire au catalogue des cépages grecs, notamment pour résister au changement climatique. Il y a peut-être des choses à aller creuser. Et puis, finalement, pour ce qui n'existe pas, alors là, on pousse un peu le trait, on va un peu loin, mais on peut créer de la diversité, donc c'est créer de nouveaux cépages. Donc si on arrive à un cahier des charges, on peut essayer de se rapprocher au maximum des besoins. Alors pour ça, je l'ai dit, M. Bacot s'est appuyé sur la connaissance de la morphologie des grappes. Nous, on a un autre outil, c'est les marqueurs moléculaires. Donc je fais une vulgarisation. Cette diapo, je suis désolé pour ceux qui l'ont vue 10 fois, mais j'ai passé tellement de temps à la faire que je la recycle. Donc le génome, finalement, c'est un puzzle avec plein de fragments. Et donc ça représente l'ADN de la vigne. Et si on prend une autre variété, elle a plein de morceaux du puzzle en commun. Et il y en a certains qui sont différents et qui vont expliquer finalement les différences qu'on va avoir morphologiquement. Alors dans ce cas-là, B blanche, B noire et B allongée, B ronde, résistance par résistance. Voilà. En plus, cette donnée-là, elle coûte de moins en moins cher. Donc là,
Je vous ai mis le coût du séquençage humain, parce que je n'ai pas forcément les données sur la vigne, mais coût du séquençage humain, donc ça c'est M. Clinton à la Maison-Blanche qui avait fait un chèque de 3 milliards pour annoncer que les États-Unis avaient séquencé le génome humain. Maintenant, si quelqu'un, quand vous allez demander un prêt, vous demande un cheveu, lui donnez pas, parce que ça coûte 100 $ pour avoir votre génome, donc il aura toute l'information moléculaire. Donc voilà, cet aspect-là, le fait qu'ils sont finalement des avancées de la physique et de la chimie, ça permet de réduire les coûts. Et donc c'est plus facile d'avoir une information moléculaire que mettre la plante au champ et de l'étudier. Donc je reviens sur mes petits puzzles en disant, bon là, ça c'est le travail du généticien. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant avant de faire de la création variétale? On a un ensemble de variétés qui sont représentées chacune par un cadre, avec chacune une information moléculaire. Et on va mettre cette information en relation avec un caractère. Donc ici la résistance, parce que c'est ce qui nous intéresse pour réduire l'utilisation des produits phyto. Donc là, j'ai une pièce du puzzle qui est différente. Donc un marqueur moléculaire, il y a un bleu, il y a un rouge. Il se trouve que là, je n'ai pas forcément de lien entre la résistance et le marqueur moléculaire. Donc celui-là n'est pas forcément intéressant. Mais je peux avoir des cas où je vais avoir ici, si j'ai la pièce orange, elle va me marquer la résistance. Donc, quand je vais faire un croisement, je vais choisir papa ou maman en fonction des pièces qui m'intéressent. Et quand je vais me planter mes petits pépins, je vais avoir au niveau du stade plantule la possibilité de regarder l'ADN et de sélectionner uniquement ce qui m'intéresse. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Monsieur Bacot, quand il mettait 2000 pépins au champ, il attendait qu'il y ait une production. Et donc ça mettait énormément de temps. Et là-dedans, il en jetait énormément. Là, il y a la possibilité d'en jeter beaucoup plus tôt. Donc d'en cribler plus. Et donc d'avoir plus de chances de tomber sur finalement quelque chose qui nous intéresse et qui répond à la demande. Sur la résistance, je vais faire un petit focus parce qu'à la différence de la couleur, bon, je vous ai dit que l'ADN expliquait beaucoup de choses. Il y a quand même l'aspect terroir, la façon de travailler aussi la vigne, qui explique beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'ADN. Je suis généticien, mais voilà, il n'y a pas que l'ADN qui explique. Il y a aussi tout le travail que vous faites au quotidien. Mais pour la résistance, il y a aussi un autre élément, c'est qu'il n'y a pas que l'ADN de la plante. Il y a aussi la bébête qui est en face. On est dans le cadre d'une interaction. Et donc pour qu'il y ait résistance, finalement, il faut qu'il y ait reconnaissance. Il faut que la plante ait la possibilité de reconnaître le pathogène. C'est schématisé là. Donc vous avez le gène de résistance en vert, ce qu'on appelle un gène d'avirulence, qui est une partie du pathogène qui est reconnue, qui permet d'enclencher la signalisation et les défenses. Il se trouve que si le pathogène y mute, qu'il y a une différence, des mutations, il y en a en permanence, un grain de beauté, c'est une mutation. Si le pathogène y mute, et qu'il n'y a plus de reconnaissance, et bien à ce moment-là, on perd la résistance, même si le gène est là. Il n'y a plus possibilité de se défendre. Donc c'est schématisé là, j'ai le gène de résistance, ça a muté, le champignon se développe. Et donc c'est ce qu'on appelle un contournement. Donc actuellement, une des propositions qui est faite au niveau scientifique, c'est le pyramidage. Ça ne veut pas dire que c'est la solution ultime, c'est une des solutions et c'est celle qui semble être la plus intéressante. Donc le pyramidage, c'est ça, c'est le même principe. J'ai mon gène d'avirulence, la petite croix, qui est reconnue par mon gène de résistance. Ça se passe bien jusqu'au moment où finalement, il y a une souche qui perd. Et à ce moment-là, on a développement de cette souche qui va pouvoir se répandre tranquillement et manger, elle est toute seule. Et là, mon gène de résistance, il ne me sert plus à rien. C'est ça qu'on appelle le contournement. Donc le pyramidage, l'idée du pyramidage, c'est de dire, si je reconnais deux parties du pathogène, finalement, j'ai une probabilité plus élevée, j'ai une probabilité moins élevée d'avoir un contournement. Je vais tout reconnaître, et donc c'est ce qu'on va appeler une résistance durable. Alors durable, ça ne veut pas dire que j'ai signé pour 20 ans. Je ne vous dis pas que dans 50 ans, ça va tenir dans 50 ans. C'est juste que ça tiendra mieux qu'avec un seul gène. Et ça tiendra encore mieux s'il y a des pratiques culturales ou s'il y a même quelques traitements, soit du conventionnel, du bio ou du biocontrôle qui est rajouté. Ça va permettre de réduire les traitements et ça va permettre donc le pyramidage est un élément, c'est pas parfait, mais c'est un des meilleurs éléments. Il y a d'autres propositions qui peuvent être aussi le mélange de variétés. En viticulture, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est pas que du tableau noir. Donc typiquement, on a le gène RPV3 qui a été contourné. Donc on a une souche qui a la possibilité de se développer sur la variété Bianca, par exemple. Donc ça, c'est un contournement. Et aux États-Unis, on a une souche, donc MUSC4, qui a contourné le gène RUN1. Donc ici, vous avez un individu au nom bizarre. C'est du matériel qu'on dit Alain Bouquet, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc ces deux souches-là, il y a une mort cellulaire, le champignon ne peut pas se développer. Et là, on a un développement du champignon. Donc on a contournement. Il est plus reconnu, il y a contournement. Donc ça, c'est une souche aux États-Unis, elle n'est pas présente en France. Et une étude à Bordeaux, mais ça, je pense que mes collègues pourront en parler, où on voit déjà des érosions de certaines résistances, ce qui montre qu'effectivement, le pathogène s'adapte. Je ne sais plus où j'en suis. Hop. Un intérêt des marqueurs moléculaires aussi, c'est qu'entre une variété résistante et sensible, c'est assez facile de savoir s'il y a un gène de résistance ou pas.
Il suffit de ne pas traiter. Ouais. En général, la variété sensible, elle explose. Par contre, pour savoir combien il y a de gènes de résistance, à un temps T, en dehors de regarder finalement la présence des gènes de résistance pour savoir si c'est pyramidé ou pas, j'ai pas beaucoup d'éléments. Alors ça, on peut aussi utiliser les marqueurs moléculaires pour décrire la garniture génétique. Ce que j'appelle la garniture génétique, c'est les gènes qui sont présents chez des hybrides qui viendraient d'ailleurs ou des hybrides anciens où on n'a pas forcément la donnée de savoir quels sont les gènes. Alors dans ce cas-là, c'est intéressant de savoir quels sont les gènes qui sont présents, mais on n'est pas exhaustif actuellement. L'exemple le plus important, c'est le Souvigné gris. Il est résistant au mildiou, mais moi, j'ai trouvé aucun gène de résistance au mildiou connu. Donc, a priori, il y en a un qui se promène, mais je ne sais pas lequel. Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas vous dire s'il y a un ou deux gènes, je peux vous dire au moins il y a ceux-là. Ça permet d'avoir une réflexion sur des souches qu'on contournait ou pas. Donc, dernier pas sur la création variétale, et puis après, je vous présenterai un peu plus les travaux qui ont été faits. Le pas de temps de la création variétale, on dit toujours que c'est très long. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Il y a un stade 1 où en fait on fait un croisement, on a nos pépins, et ben on va sélectionner, comme je vous l'ai dit, sur la base des petites pièces de puzzle. Et puis là, il y a un temps de multiplication. Et comme on ne sait pas tout au niveau de l'ADN et qu'il y a des choses qui finalement doivent être au champ, savoir si c'est adapté à votre terroir, si ça va être de bonne qualité, si ça correspond bien à ce que vous voulez en termes de production, ça, on n'a pas des marqueurs moléculaires pour tout. Ce serait bien, mais on n'a pas ça pour le moment. Donc il y a un passage au champ où on va regarder sur 10 pieds un peu comment ça se comporte. Ce passage-là, il dure 6 ans. Donc on espère à terme avoir assez de marqueurs moléculaires pour que ce passage-là, il explose. On n'est plus à l'utiliser, mais pour le moment, c'est ça. Et après, il y a besoin de VATE. Alors la VATE, c'est la valeur agronomique, technologique et environnementale. C'est le dossier qu'on doit amener au ministère pour pouvoir inscrire la variété au catalogue. Et ça, ce dossier, donc ça, ce temps-là, il est incompressible. Ça dure 6 ans et c'est le moment, on est obligé de le faire pour le dossier. Donc si on arrive à faire sauter le stade 2 à terme, n'empêche que le pas de la création variétale, il sera toujours de 9 à 10 ans. Alors, rapidement, ce qui a été fait en France, donc ça, c'est un sous-échantillon des travaux d'Alain Boutier, qui est parti finalement d'un hybride F1 qui avait été obtenu entre muscadine et Vitis vinifera. Et il a fait un ensemble de croisements pour essayer d'augmenter la proportion de Vitis vinifera, partant du principe que plus il y avait de Vitis vinifera, plus c'était qualitatif. Ensuite, à partir de 2000, il y a eu les travaux de l'INRA, c'était déjà les travaux de l'INRA, mais qui ont repris dans le cadre du programme RESDUR, où il y a eu 3 séries de croisements pour justement apporter du pyramidage. Et ensuite, dans le cadre de l'UMT Génovine, donc l'INRA, Montpellier Supagro et l'IFV, il y a d'autres croisements qui ont été faits aussi pour faire du pyramidage. L'objectif, c'était ça. Donc là, on a le matériel d'Alain Boutier qui est monogénique. L'objectif, c'était d'arriver à avoir plusieurs combinaisons de sources de résistance. Comme ça, même si ça, c'est contourné, on aura potentiellement d'autres variétés qui, comme elles reconnaissent d'autres parties du pathogène, le contournement n'est pas encore là. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un ensemble de variétés avec une garniture différente. Je vous présente donc le programme INRA RESDUR, les 3 vagues, 1, 2, 3. Il y a eu 50 croisements, il y a énormément de travail qui ont été réalisés. En 2017, il y a 4 variétés qui vont être inscrites, 2 noires et 2 blanches qui pour le moment sont sous numéro. Donc les noms ne vont pas tarder, mais pour le moment sont sous numéro. En cours et dans les perspectives, il y a des croisements qui sont réalisés avec l'ensemble des interpros. L'idée étant de croiser avec les cépages, on utilise le terme cépage, avec les cépages emblématiques de chaque région pour avoir un air de famille. Alors si je mets cette diapo, c'est pour expliquer que si je croise avec une Syrah, je ne vais pas avoir une Syrah résistante, je vais avoir un descendant de Syrah résistant. Donc en général, dans la même famille, on se reconnaît, il y a des liens, mais ce n'est pas une Syrah résistante. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des travaux qui sont prévus, qui sont en cours, et pour une inscription probable en 2030. Et là-dedans, pour le moment, alors je vous envie dans le plan éco-phyto parce que vous aviez déjà plein de choses qui étaient plantées, possibilité de tester, de comparer. Quand on fait de la création variétale, en général, on a 10 souches. On ne trouve jamais un œnologue qui veut bien les vinifier parce que c'est trop petit. Et maintenant, il y a le classement temporaire, qui est quelque chose qui, à mon avis, va nous permettre d'accélérer la création variétale aussi. C'est qu'on a la possibilité de tester chez des viticulteurs. Ils peuvent le vinifier, ils peuvent vendre le produit. 2 nouveaux cépages. Alors, soit sans DHS, juste 3 hectares, ou alors si ça vient de l'étranger, qu'il y a déjà une DHS, au moins 20 hectares par bassin. Donc ça va vraiment permettre de pouvoir comparer et que les gens puissent avoir des références. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de références. Donc voilà ce que ça peut donner pour la création variétale. Et dans ce cadre-là, donc il y a eu des demandes de classement temporaire ou définitif de 24 variétés étrangères, des 4 variétés RESDUR que je vous ai présentées, et d'un ensemble de variétés Alain Boutier. Donc là, on est en attente de décision ministérielle
pour savoir si ça va être du classement temporaire ou du classement définitif. N'empêche qu'il va y avoir des choses qu'on va pouvoir tester. Alors, on s'est amusé avec des collègues de Montpellier de demander à des collègues allemands, notamment à Reinhard Töffner, qui est en Allemagne quelqu'un d'important pour la création variétale, de nous envoyer sur un certain nombre de cépages, donc là où c'était inscrit, l'année d'obtention, mais surtout les surfaces obtenues en 2014. Actuellement, en Allemagne, alors peut-être pas dans les autres pays, en 2014, c'est les surfaces pour chacune des variétés. Donc par exemple, pour le Saphira, il y a 10 hectares. Donc c'est pas forcément pour vous dire que c'est bien ou pas bien, c'est chacun son goût. Ça se trouve, ça passera très bien ailleurs. C'est juste pour vous dire qu'il y a besoin d'expérimentation ici et sautez pas forcément sur le premier truc résistant. Il y a plein d'autres caractères qu'il faut prendre en compte. L'adaptabilité, le goût, est-ce que ça correspond au vin que vous produisez, etc. Donc voilà. Et ensuite, il y a quelque chose qui est lancé par l'INRA que je trouve hyper intéressant, notamment pour accompagner et avoir un ensemble de données. C'est l'Observatoire Oscar. Bon, c'est des collègues qui en parleront peut-être mieux que moi, avec une surveillance des agents pathogènes pour voir si effectivement il y a la pression qui est mise, les gènes de résistance, la pression qu'ils mettent sur l'environnement, est-ce que ça va changer les populations de pathogènes, voir comment ça peut se passer. Et puis il y a aussi toute une partie sur pourquoi en Allemagne finalement ça n'a pas si bien marché que ça. Pourquoi est-ce que l'adoption des cépages résistants en Allemagne, ça n'a pas été aussi clair que ça, alors qu'a priori, ils sont toujours mis en avant comme étant ceux où il y a eu une révolution. Donc, je trouve ça assez intéressant de voir si c'est le cépage en tant que tel, si finalement il y a eu un blocage, si le fait juste de réduire les produits, ça suffit ou pas. Voilà. Il y a toute une réflexion autour de ça que je trouve assez intéressant. Et l'idée, c'est que l'Observatoire Oscar, c'est des parcelles chez les viticulteurs, donc ça peut accompagner le classement temporaire. Ça sera accessible à tous. C'est pour toutes les variétés résistantes. Et puis, il y a encore quelque chose où je vous envie. Il y a plusieurs techniciens qui sont aujourd'hui parlés en disant qu'ils étaient passés de techniciens à animateurs de réseau. Et ben en fait, moi, j'aimerais bien arrêter d'être sur une estrade et d'être plutôt dans un réseau avec des réseaux même Twitter ou Facebook pour interagir et avoir des retours des viticulteurs et que les viticulteurs échangent entre eux sur les cépages résistants et qu'on arrive vraiment à avoir une émulation pour choisir les choses intéressantes. Et aussi, parce que le cépage résistant, ce n'est pas un one-shot. On ne va pas vous livrer des trucs et puis on n'en parle plus. À chaque fois, il y aura des améliorations. Ça permet de boucler avec le début. On a été sur le Mildiou et l'Oïdium. Et après, j'ai fini. Mildiou et l'Oïdium, c'était une bonne idée, 80%, sauf qu'on n'avait pas pensé au Black Rot. Donc les restes durs 2, il y a le Black Rot qui a été pris en compte. Et je pense qu'il va falloir penser à d'autres choses parce qu'il y a des maladies secondaires qui vont être émergentes. Il y a des tas de choses. Donc la création variétale, ce n'est pas un one-shot. Il y aura plusieurs choses. Voilà, je suis désolé, j'ai pris plus de temps que prévu, c'est ça ? Non, c'est bon. Merci beaucoup.